Imaginez, sur la côte atlantique du Maroc, un royaume qui a prospéré pendant plus de 3 siècles, pour ensuite, disparaître, quasiment sans laisser de traces. Ce royaume, c'était celui des Bourguata. C'est une question assez folle, non? Comment une civilisation peut-elle être à ce point rayée de la carte? C'est tout le mystère qu'on va essayer de percer. Qui étaient vraiment les Bourguata? Et surtout, pourquoi leur histoire a-t-elle été si méthodiquement effacée? Pour comprendre, il faut revenir au tout début. Bon, alors, on se transporte au début du 8e siècle. À cette époque, toute l'Afrique du Nord est sous la coupe du califat omeyyade, un empire immense, très puissant, mais dont la domination pèse lourdement sur les populations locales. Et ça commence à gronder sérieusement. Il faut voir le décalage. D'un côté, la propagande d'un empire islamique unifié. Et de l'autre, la réalité sur le terrain. Les populations amazighes, qui sont pourtant musulmanes pour la plupart, sont traitées comme des citoyens de seconde zone. Le comble, c'est qu'on leur applique des impôts comme la jizya, qui normalement ne concernent que les non-musulmans. L'injustice est flagrante. Et face à cette situation, une idéologie va mettre le feu aux poudres, le khalidisme. Son message est simple, mais révolutionnaire pour l'époque. En gros, il dit « peu importe que tu sois arabe ou amazigh, la seule chose qui compte, c'est ta piété ». C'est une promesse d'égalité totale. Et en 739, ça explose. C'est la grande révolte amazighe. Elle est tellement puissante qu'elle balaye complètement l'autorité des Omeyyades dans la région. Le pouvoir central s'effondre et ça crée un énorme vide politique. C'est dans ce chaos que de nouveaux États, des États indépendants, vont pouvoir émerger. Et c'est justement dans ce vide que les Bourguata vont faire leur apparition. Ils ne vont pas seulement prendre leur indépendance, non, ils vont créer quelque chose de complètement inédit. Alors on est vers 744, dans les plaines très fertiles de Temesna, sur la côte atlantique du Maroc, 29 tribus s'unissent. C'est une confédération puissante. Ils sont enfin maîtres chez eux. Mais ce qui va vraiment les rendre uniques, ce n'est pas leur force militaire, c'est leur foi. Et là, l'histoire prend un tournant radical. Leur chef, un homme nommé Salih ibn Tarif, ne se voit pas juste comme un roi ou un chef de guerre. Il fait une annonce qui va faire l'effet d'une bombe. Il se déclare nouveau prophète et même le Mahdi, le sauveur attendu. En fait, Salih ibn Tarif ne rejette pas l'islam, il le réinvente à sa manière. Il va créer ce qu'on appelle une religion syncrétique, c'est-à-dire un mélange assez fascinant entre des éléments de l'islam et de vieilles traditions, de vieilles croyances amazighes. C'était une foi taillée sur mesure pour son peuple. Et là, la rupture avec l'islam orthodoxe est totale. Jugez plutôt. Ils ont leur propre prophète, Salih ibn Tarif. Ils ont leur propre livre sacré, un Coran qui aurait été écrit en langue amazighe, et même leurs rituels sont différents, comme le jeûne, qui n'a pas lieu pendant le ramadan, mais pendant le mois de Rajab. Leur vie de tous les jours était aussi marquée par des règles très spécifiques. 10 prières par jour au lieu de 5, et des interdits alimentaires assez surprenants, interdiction de manger des œufs ou de la volaille. Et un détail fascinant, la salive de leur prophète était considérée comme sacrée, porteuse d'une sorte de pouvoir spirituel, la baraka. Et attention, cette nation si particulière n'a pas été qu'une petite parenthèse dans l'histoire, loin de là. Elle va tenir tête aux plus grands empires de son temps, et ce, pendant 3 longs siècles. Plus de 300 ans! C'est énorme quand on y pense. Ça nous montre à quel point ils étaient résistants, bien organisés, et ça dans une région qui était tout sauf stable à l'époque. Pour se rendre compte de leur longévité, il faut voir à qui ils ont survécu. Ils ont résisté à la montée des Idrissides, puis à la pression des puissants Fatimides, mais au milieu du XIe siècle, une nouvelle force, née dans le désert, va absolument tout changer, les Almoravides. Pour les Almoravides, qui sont des réformateurs religieux très très stricts, les Bourguata ne sont pas de simples adversaires politiques. Non, ils sont bien pires. Ce sont des hérétiques, une tache sur la pureté de l'islam qu'il faut effacer. La confrontation n'est donc pas une simple guerre de conquête, c'est une guerre sainte, un djihad. Et le conflit est d'une violence inouïe. Les Bourguata vont même remporter une victoire spectaculaire en 1058 en tuant le chef spirituel des Almoravides, Abdallah ibn Yassin. Mais cette victoire, au lieu de les sauver, va en réalité sceller leur destin. Elle ne fait que renforcer la détermination de leurs ennemis. La vengeance almoravide sera terrible. Ils finissent par conquérir le royaume et briser son pouvoir. Mais si les Almoravides ont détruit l'État, c'est une autre dynastie qui va se charger de la touche finale, effacer jusqu'au souvenir des Bourguata. Parce que, oui, même après la conquête almoravide, la foi des Bourguata a survécu. Elle a continué à exister dans des petites communautés.
Il faudra attendre la dynastie suivante, les Almohades, un autre mouvement réformateur encore plus intransigeant, pour que l'éradication soit complète. Pour les Almohades, l'idée même qu'un autre prophète ait pu exister sur cette terre est un blasphème intolérable. Alors vers 1149, ils ne lancent pas une guerre de conquête, ils lancent une véritable campagne d'extermination systématique et totale. Le résultat de tout ça, c'est un silence presque absolu. L'effacement a été si bien fait qu'aujourd'hui on n'a quasiment aucune trace archéologique, aucun monument, aucun écrit qui vienne directement d'eux. On en revient à notre mystère du début. Et c'est là qu'est tout le paradoxe. La quasi-totalité de ce que l'on sait des Burgerita, on le sait parce que leurs ennemis l'ont écrit. Leur histoire nous est parvenue à travers le regard de ceux qui les ont détruits, et qui les ont bien sûr décrits comme des hérétiques diaboliques. Alors la question reste entière. Les Burguata n'étaient-ils que des hérétiques, comme le disent leurs vainqueurs? Ou faut-il y voir autre chose? Peut-être une tentative incroyablement audacieuse d'émancipation culturelle et religieuse, la volonté de créer une voie propre qui fusionnait leur identité amazigh avec une nouvelle forme de spiritualité. Une histoire qui nous rappelle une chose essentielle. Ce sont bien souvent les vainqueurs qui écrivent l'histoire.